On va maintenant poursuivre cette émission avec vous, Nabila Nasri. Et autour de cette question, les musulmans sont puissants en France, puissants. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un vote musulman? Très honnêtement, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait de vote musulman. Alors effectivement, vous avez des personnes qui incitent tout simplement au vote, mais moi je connais des personnes qui participent finalement de l'ensemble du spectre politique français. Vous avez des musulmans à l'extrême gauche, voire maintenant à la droite, voire à l'extrême droite. Vous en avez un peu dans tous les partis. La vraie question, c'est comment faire, parce que là, il y a des chiffres effectivement qui le justifient, en tout cas qui le quantifient, qu'il y a une forte abstention auprès des populations d'origine musulmane. La première caractéristique du vote musulman, s'il existerait, c'est l'abstention. Et ça, c'est dommage. Et on est de ceux, évidemment, qui appellent les musulmans à voter. Mais qu'il y ait un vote musulman qui serait guidé vers tel ou tel parti ou vers même telle formation musulmane, très honnêtement, ça n'existe pas. Ça, là, pour vous, donc il y a vraiment une déconnexion là, du coup, entre le religieux et le politique. C'est plus des facteurs, on va dire, sociaux, très honnêtement, qui justifient que vous avez une personne qui est musulmane et qui ne va pas s'identifier de toute façon dans le débat public comme musulmane, hein, en tout cas au niveau électoral. Géraldine Mühlmann. Bon, alors vous venez de lever une ambiguïté qui m'était apparue peut-être à la lecture de votre livre, les 7 péchés capitaux. Mais tout de même, j'aurais été sûre d'avoir bien compris. Ça vous inquiète que dans ce pays, beaucoup de Français musulmans ne votent pas. Et il n'y a pas que les musulmans, mais c'est vrai qu'il y a une abstention forte. Mais on est bien d'accord, s'ils votaient plus, s'ils s'engageaient plus, ce à quoi vous les incitez, il n'y aurait pas une unité musulmane politiquement. Vous pensez vraiment qu'un bagage religieux et culturel peut produire, somme toute, des positions extrêmement variées. Tout à fait. On est d'accord. Vous ne prenez pas un vote musulman. Non, je prône tout simplement davantage de participation et j'essaye d'avoir une lecture des textes qui fait qu'on ne peut pas dire, parce que ça existe dans la communauté musulmane, qu'il ne faut pas voter parce qu'islamiquement ce serait par exemple interdit. Moi je dis tout simplement que c'est non seulement possible et encourager les musulmans à voter et tout simplement faire sien la communauté nationale, l'avenir de ce pays qui se joue en partie lors des élections. Donc un discours évidemment islamiquement construit, mais ensuite libre à chacun évidemment de choisir vers quelle formation politique il tendrait. Ceci étant, ça n'empêche pas évidemment des musulmans à avoir, si vous voulez, une éthique religieuse, même musulmane, qui le pousse à droite ou à gauche. Personnellement, sur la question des valeurs, je suis beaucoup plus à droite qu'à gauche, mais ce n'est pas le seul élément, le seul référent, le seul déterminant qui va guider mon choix lors d'un vote. En fait, les propositions politiques seront bonnes si elles sont correctes islamiquement, c'est ça? Mais je pense que pour n'importe quelle communauté... Oui, non, mais d'après ce que vous écrivez. Mais pour un chrétien catholique qui va voter, je pense qu'il va voter tout simplement en fonction... Donc ça s'appelle bien du communautarisme, c'est-à-dire que la religion prime le rapport citoyen au pays, quoi. Et attends. Est-ce qu'on aurait fait, est-ce qu'on ferait ce procès à l'abbé Pierre, qui tout simplement était un personnage d'abord chrétien, d'accord, un ecclésiastique, qui s'inscrivait dans le débat public en fonction de ses valeurs chrétiennes? On lui ferait ce procès ou pas? Absolument pas. Pourquoi va-t-on tout simplement? Ou même, par exemple, Madame Boutin, qui fait partie d'un parti démocrate chrétien, et qui s'inscrit dans le débat public, qui est une élue de la République française. On lui fait ce procès de lui dire, mais attendez, mais pourquoi vous mettez... Oui, on lui fait, mais en tout cas, c'est légal, c'est possible, c'est constitutionnel. Et je ne dis pas que c'est pas légal. Je dis que je n'arrive pas à comprendre comment vous arrivez à penser à la fois la laïcité et un vote musulman. Comment vous arrivez à mettre dans la conditionnalité du vote musulman le rapport politique à Gaza, par exemple? Je ne comprends pas le rapport de la même manière que vous avez posé la question à M. Minck sur le rapport Israël, comme si ça devait déterminer son rapport à sa judaïté. Qu'est-ce que vient faire Gaza là-dedans, par exemple? Alors s'il n'y a pas un prisme musulman sur la politique française, excusez-moi, je ne comprends pas ce que vous dites. Écoutez, c'est très simple. Vous avez un prisme musulman qui guide mon choix politique, oui. Sur la question internationale, il est guidé sur le principe de la justice et... en l'espèce, sur la question de Gaza, évidemment, un parti ou une formation, un élu qui soutiendrait, là je pèse mes mots, le terrorisme d'État israélien, je voterai contre lui. En tout cas, j'intégrerai ça dans mon vote, dans le fait de me dire si je choisis tout simplement de voter pour lui ou pour lui. Ce n'est pas le seul aspect. La justice sociale en France, la justice internationale s'agissant pas que de Gaza, mais d'autres situations géostratégiques. Et c'est Gaza qui est uniquement cité en termes géopolitiques. Effectivement, parce que pour moi, un parti ou une formation qui justifierait l'occupation territoriale des Palestiniens, il ne peut pas tout simplement se targuer d'être dépositaire de la justice. C'est un débat totalement théorique. Vous n'avez aucun parti du spectre politique français qui correspond à ce que vous dites.
Il n'y a aucun parti je vote au niveau local, et en tout cas, ensuite je fais un choix. Je fais un choix. Est spécifique à Gaza, je veux dire. Mais c'est pas que Gaza, elle a pris Gaza comme exemple. Non, mais pas un exemple, c'est un élément paradigmatique. Vous savez que parmi les musulmans du monde, moi je vais parler comme ça, il y a un débat aussi sur, disons, le leadership palestinien, comment il doit se comporter. De même que parmi les juifs du monde, et je dirais même singulièrement d'Israël, il y a de très très gros débats et de très gros différends sur l'attitude qu'il faut avoir par rapport à ce problème douloureux que vous soulevez. À vous entendre, il n'y aura jamais de pluralité de ce genre parmi les Français musulmans. On ne peut pas avoir un avis complexe, disons contradictoire, avec des débats, y compris sur ce sujet très douloureux qui est la Palestine. On peut en avoir sans aucun problème. La preuve, c'est qu'on l'a ici, on l'a au sein de la société française, au sein de la communauté musulmane, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des idées tranchées sur ce sujet, basées tout simplement sur l'application du droit. Et si on soutient aujourd'hui le peuple palestinien parce qu'il est victime d'une occupation illégale et meurtrière, et qu'on l'intègre tout simplement dans les déterminants d'un vote, ce n'est pas l'unique facteur, c'est l'un des facteurs tout simplement qui peut guider le choix lors d'une élection. Pourquoi on le refuserait ? Il y a quand même quelque chose qui me turlupine depuis le début, je trouve qu'il y a un amalgame qui est fait par vous, mais aussi justement par tout le monde, entre la religion musulmane et le fait d'être maghrébin. C'est-à-dire qu'on ne voit plus la différence. Et pour moi, c'est extrêmement grave, justement, que les non-musulmans fassent cet amalgame-là. Mais en fait, il est complètement étayé par les musulmans. Ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire. Alors, certes, beaucoup de gens originaires du Maghreb sont musulmans, mais enfin, il n'y a pas un rapport. Vous avez raison. Vous avez entièrement raison. On a tendance à essentialiser la question musulmane sur les émigrations et leurs descendants du Maghreb, alors qu'il est aussi subsaharien, turc et aussi de convertis, de Français de vieille souche, convertis à l'islam. Donc vous avez entièrement raison là-dessus, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'aspect homogène des musulmans de France est un leurre absolu. Ouais. Il y a une hétérogénéité du point de vue, mais même du point de vue de la religiosité, si vous voulez, Madame Pinjot. De la religiosité et des ethnies différentes, en fait. Voilà, tout à fait, vous l'avez déjà dit. Mais quand je parle de religiosité, c'est-à-dire que vous avez des gens qui se disent eh ben, je suis musulman parce que mes parents étaient musulmans. Mais je ne jeûne pas, je ne prie pas. Et je peux même. C'est le cas de beaucoup de chrétiens aussi. Exactement. Et vous avez de l'autre côté des ultra-littéralistes qui pensent qu'il faut vivre comme un bédouin au 7e siècle. Et entre les deux, vous avez une nuance incalculable de postures qui font l'hétérogénéité du fait musulman. Et si on ajoute à ça, à cette différence de religiosité, le processus d'ascension sociale qui a quand même pas mal travaillé, eh bien ça va du petit délinquant à une ministre de la Justice, par exemple.